Où sommes-nous? À la dernière expo de Christo l'Empacteur? Dans le décor de Pirates des Caraïbes ou des aventures du capitaine Nemo? Dans un super polar des années 30 ou une parodie de Star Trek? Dans les salons feutrés du Titanic? Non plus. Nous sommes dans les coulisses de l'un des monuments les plus connus de France, le château de Versailles. 10 millions de visiteurs par an. Une moitié, vous dites, on dirait un mouton. Voilà. 10 000 plantes. Imaginez-vous un peu. Dans la tête d'un bélier. Oh là là, quel génie. Versailles, scène de spectacle toujours marquée du sceau de Louis XIV. Nous avons rendez-vous là, dans des lieux étonnants où les touristes ne vont jamais, avec les petites mains expertes, les artisans émérites, tous ceux qui font Versailles. Ils sont près d'1 millier, une ville dans la ville. Des artistes inconnus qui travaillent dans l'ombre sans relâche pour la splendeur des lieux et la sauvegarde du patrimoine, pour que Versailles soit toujours Versailles. C'est avec Philippe que nous démarrons la journée. En hiver, ça commence toujours de nuit. Philippe est l'un des 50 agents de surveillance du domaine. Il en connaît tous les recoins. On ouvre tous les accès au jardin à partir de 8 h. Parce qu'en tout, on n'a pas loin de, bon, je dirais comme ça, à la louche, une trentaine de grilles à ouvrir le matin. Aujourd'hui, Philippe va parcourir en voiture ou à pied près de 100 km de routes et chemins. C'est qu'il y a 800 hectares à surveiller d'un bout à l'autre du parc. Le château de Versailles, c'est vraiment connu du monde entier, donc c'est vraiment un endroit formidable, hein, privilégié. C'est un cadre idyllique, hein, je veux dire, il y a pire comme cadre. Hein. Grille de la Reine, grille du Dragon, des noms qui font rêver. Philippe a le privilège d'être toujours le premier spectateur. Accès au jardin du Grand Trianon. Aujourd'hui, c'est la tempête et la patrouille promet d'être sportive. Aviso pour VL, tu peux nous retrouver sur les terrasses, s'il te plaît? Le château a subi les caprices du vent qui a jeté au sol les barrières de protection. Ça réveille, hein, le bain de pied. Donc là, c'est un des endroits où il y a le plus de vent, hein, sur les terrasses. À 80 km/h, on a consigne bien sûr d'informer la direction qui décide, si ça constitue un danger pour le public, de fermer les terrasses ou les endroits où il y a le plus de vent. Donc, on est à même pas 25. Les visiteurs auront de la pluie, mais pourront profiter du parc. You have your ticket? Yes, you take this way. This way. Oh, you're going to visit Versailles today? Yes. Là, vous prenez à droite et vous allez tout droit, vous allez sur les jardins. Bon, le problème, c'est laisser un peu le temps, mais enfin, voilà. Ce matin, les lieux semblent déserts, des terrasses du château jusqu'au Grand Canal. Philippe n'en croit pas ses yeux. Il y a rarement eu si peu de monde, hein, c'est fou. C'est dû aux conditions météorologiques, je pense, parce que c'est très très rare. Même le matin de bonne heure, il y a toujours plus de monde qu'un petit couple qui se promène sur le tapis vert, hein, ça c'est clair. Philippe aussi est amoureux de cette perspective qui s'étend sur l'infini. C'est d'après lui le plus beau point de vue qu'offre le château. Merci, monsieur le nôtre. Philippe ne se lâche jamais de ce spectacle, quelle que soit la saison. À l'autre extrémité du parc, seuls quelques sportifs sont de sortie. Bonjour monsieur, la fréquentation de la pièce d'eau est interdite. On n'a pas le droit de marcher sur la glace. Là c'est très dangereux parce que je suis sûr que si quelqu'un marche, là ça va céder, la glace cédera, oui. C'est signalé mais... L'épaisseur du truc.
Bonjour, éloignez-vous du bord s'il vous plaît, parce que on est en plein dégel et là, la glace ne tient pas, vous avez vu. Pour les promeneurs, les agents du domaine font figure d'ange gardien. Y a-t-il un homme à la mer? Philippe veut en avoir le cœur net. Non, c'est bon. C'est la tempête là. Là, ça va nous vider le parc. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de clients à la terrasse. Hein. On va à l'intérieur. Bonjour. À Vers ou pas, les restaurants du parc aux allures de guinguettes ne désemplissent jamais. Nous, on préfère quand même les beaux jours, moments de plénitude que viennent goûter de nombreux touristes, étrangers pour la plupart. Des touristes qui se cantonnent le plus souvent au château et au grand parc. Rares sont ceux qui osent s'aventurer plus loin, qui prennent le risque de se perdre dans la fraîcheur des bosquets et la profondeur des allées. Il y a là pourtant un autre Versailles à découvrir. C'est tout au fond des jardins que nous avons découvert Philippe. Philippe était tapissier au château depuis 18 ans, lorsqu'il a voulu changer de métier et vivre au grand air. Depuis 5 ans, il est jardinier. Entre fleurs, fruits et légumes, il est au paradis. Et comme tous les jardiniers, un peu poète. Philippe veut nous faire découvrir quelques parterres fleuris. Il y a des collègues qui rentrent du boulot. À l'époque, ces collègues étaient appelés des parterristes, ou enfin bon, des fleuristes. Ici, tout le monde circule en voiturette. Bon, ça fait un peu touriste, mais bon, c'est pas pour la balade, hein, mais c'est très pratique pour transporter les outils, c'est plus rapide. Donc là, on va monter. Accrochez-vous. Arrivé sur les jardins à la française du Grand Trianon. C'est la fin de la saison, tous les parterres de fleurs vont être arrachés. Bon, là, effectivement, les plantes, elles arrivent vraiment à maturité. Hein. Donc on a des dahlias, des cosmos, des verveines, des sauges, de l'héliotropes, du tabac pour les parterres qui sont en bas. Beaucoup de variétés, mais c'est vraiment les plantes qui étaient mises à grande époque, au XVIIIe. Et les couleurs sont choisies, bien sûr, toujours plus ou moins en fonction de la couleur des marbres, puisqu'on appelle aussi le pavillon de marbre rose. Donc on a des dominantes un peu rouges, mais on est sur des couleurs un peu pastel et des roses, que ce soit en harmonie avec le bâtiment. Ces jardiniers travaillent comme ceux qui autrefois éblouissaient le roi. On fait comme si le roi pouvait venir d'un moment ou un autre voir les massifs, donc ça doit toujours être propre. En fait, c'est le tourisme qui est roi maintenant. Louis XIV aimait les jardins autant et peut-être même plus que le château. Véritable architecture végétale, les jardins de Versailles furent créés pour unir l'art et la nature. Les orangers présents à Versailles par milliers ont toujours été une curiosité. On les arrose pas trop parce qu'ils vont bientôt être rentrés à l'intérieur pour l'hiver, donc il ne faut pas qu'ils soient non plus trop humides. Les bosquets ou cabinets de verdure servaient de salons de plein air. C'étaient des lieux de fête et de divertissement. Alain Baraton travaille ici depuis 32 ans. Il est devenu jardinier en chef. Mais il n'aime pas les titres ronflants. C'est un artiste qui aime citer Voltaire. Jardinier, c'est le plus noble des métiers. Et je voudrais raconter une anecdote versaillaise qui devrait, je pense, réhabiliter définitivement les jardiniers. Nous sommes en 1794-1795. C'est vraiment la panique, on est en pleine révolution. Et il a été prévu de morceler le parc de Versailles. Il doit être divisé en lots et vendu aux enchères. Ah oui. Et une telle vente, c'est la fin de Versailles. Il y a un homme qui se bat, Antoine Richard. C'est le jardinier de Marie-Antoinette. Il se bat au péril de sa vie, parce qu'à l'époque, ça ne plaisante pas. Et il a l'idée de créer une école agricole à Versailles. Il a l'idée de planter sous les fenêtres du château des légumes. Il a l'idée de planter autour du Grand Canal des arbres fruitiers. Et il déclare que Versailles, demain, servira de source d'alimentation pour le peuple.
C'est grâce à un jardinier qu'on doit à Versailles d'exister encore aujourd'hui. Depuis toujours, Alain Baraton s'intéresse aux histoires coquines de Versailles. Intarissable sur le sujet, il a même décidé d'écrire un livre. En toute modestie, je crois que je connais toutes les anecdotes coquines sur Versailles, comme celle de la duchesse de Retz, qui était une femme au tempérament plus que fougueux, qui n'hésitait pas, près du château dans les bosquets, à se mettre intégralement nue et à attirer ainsi les garçons de la cour. Alors, dès qu'on la voyait s'éloigner dans les jardins, c'était la cohue, tous les types y allaient. Et il leur a fallu qu'un jour, elle croise le roi Louis XV, qui était jeune. Il n'avait que 12 ans à l'époque. Elle lui a glissé la main, je cite le texte, dans sa partie la plus intime, mais ils sont passés de drôle dans les bosquets de Versailles. Alain Baraton a décidé de nous faire découvrir Versailles avec le regard de la séduction. Je dis souvent que la plus belle façon pour visiter Versailles est d'oublier le guide. Prenez l'exemple de l'endroit où nous sommes. Nous sommes dans un endroit avec des petites allées sinueuses, des arbustes qui n'ont pas de forme, des rochers. Très peu de visiteurs savent qu'à Versailles, il y a ce genre, comment dire, d'architecture. Regardez la vision du temple de l'amour à travers le rocher sur la droite, comme cette vision est belle. C'est un magnifique temple qui fut construit pour Marie-Antoinette et qui symbolise l'amour. Enfin, une chose est sûre, cet endroit est absolument délicieux, l'architecture est unique. Donc oui, heureusement, il y a encore des lieux où l'on déclare son amour, où l'on fait des projets, où l'on dit tout simplement « je t'aime ». Et il n'y a pas de meilleur lieu qu'un temple de l'amour pour dire « je t'aime ». Le lundi à Versailles, le château est fermé pour le grand ménage. Ce jour-là, Versailles appartient aux petites mains. Tiens, un homard. C'est la dernière exposition de Jeff Koons, l'enfant terrible du pop art. Drôle de dialogue entre art contemporain et époque baroque. Allégories, mythes et batailles héroïques font écho aux œuvres de l'artiste. Des œuvres estimées plusieurs millions de dollars qui font l'objet de toutes les attentions. J'aurais pas dû ramener le plumeau de la maison, je pense. Et en plus, c'est un plumeau télescopique. Il va surtout me servir à nettoyer le dessus des cloches. Voilà. Pas pour les œuvres, hein, parce que je suis pas habilitée à le faire. Le château, c'est 63 000 mètres carrés, l'équivalent de 126 terrains de foot, 2300 pièces. Alors on ne compte plus la surface des vitres à nettoyer. Pour faire tout le tour du château, on met 2 mois et demi. Quand on finit d'un pan, on recommence de l'autre. C'est comme ça. Exactement. Malgré son air calme et débonnaire, cet homme non plus ne va pas chômer. Il a une demi-journée pour accomplir sa besogne. Donc là, il faut faire attention, parce que quand il cire, ça glisse. Son geste répétitif trahit son activité. Bernard Drault est horloger, un métier qu'il exerce dans la tradition familiale, comme son grand-père et son père. Là, on va rentrer dans les petits appartements, chez la reine. Et voilà, le salon doré de la reine. À Versailles, Bernard est le seul à pouvoir se permettre de remettre les pendules à l'heure. Pas de geste brusque, pas de geste violent. On va doucement, on force pas, tout en douceur, comme avec un bébé. Il va remonter avec le même soin les mécanismes de 90 horloges. J'écoute le son. L'horlogerie se fait beaucoup à l'oreille. Hein. Il y a des choses que l'oreille entend et que l'œil ne voit pas sur les pendules. Hop. Donc là, c'est un tout petit escalier. Là, c'est plutôt côté artiste, là. Privilège absolu, il nous emmène dans les petits appartements de la reine. Bonjour, mesdames. Bonjour. Et si, qu'est-ce qu'on... Direction la salle de bain de Marie-Antoinette, dans laquelle trône un petit bijou. Là encore, il va mettre un point d'honneur à en vérifier l'exactitude pour le respect des visiteurs. Une horloge, c'est comme tout. Personne ne sait qu'elle existe, sauf le jour où elle n'indique pas la bonne heure. En général, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'elle est pile à l'heure.
C'est vrai que là, elle était pas mal. Au château, les événements se bousculent. Nous allons assister au montage de la prochaine exposition, le serment du jeu de paume. Ils sont avec notre... C'est Juliette, jeune conservatrice ici à gauche, qui en a la responsabilité. Les œuvres d'art arrivent sous bonne escorte des plus grands musées de France. On attend une arrivée d'œuvres. Ce sont des œuvres très importantes pour l'exposition. Les œuvres sont dans le camion, dans leur caisse. On va monter les caisses, on va les déballer, on va examiner les œuvres pour voir si elles sont en bon état et puis on va les accrocher. Chaque fois qu'on transporte une œuvre, il y a toujours une part de risque et qu'on est très vigilant. Il faut vraiment être attentif. C'est pour ça que je garde un œil sur le camion. Direction l'appartement de Madame de Maintenon. Transporteur, installateur, éclairagiste, tout le monde est sur le pont. Il ne reste que 3 jours avant le vernissage. Il y a une excitation, oui, de voir les œuvres, de voir ce que ça va donner avec les autres œuvres de l'exposition, l'effet général. Et puis c'est toujours très émouvant de voir des œuvres de très près, de pouvoir les manipuler. C'est un privilège. Ce dessin à la plume date de 1790. Ce qui nous soucie là, au moment du déballage, c'est plutôt l'aspect matériel de l'œuvre, de voir si elle n'a pas eu d'accident et si elle est en bon état. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème. Cette étape concrétise des mois de travail, de recherche. Juliette a dû se montrer persuasive pour rassembler ses toiles de tous les coins de l'Hexagone. Elle contrôle scrupuleusement chacune des œuvres et rédige un constat d'état. Alors, bon, là, c'est peut-être un peu fragile. Ouais, moi je pense qu'on devrait quand même noter là. Il faut noter que c'est à surveiller. Je trouve tout à fait. Alors ça, on va la rajouter. La couche picturale est ici. Il y a comme un soulèvement ici. Et avec les conditions, le changement de climat, d'humidité, il est possible que ces craquelures évoluent, se soulèvent davantage. Et dans le pire des cas, il peut y avoir une perte de matière. Bon, là, je pense que ça n'arrivera pas. Hein. Mais donc, on note des zones qui semblent fragiles, un petit peu à surveiller, pour voir comment elles évoluent au cours de l'exposition. Juliette supervise l'accrochage des toiles. Elle souhaite recréer avec cette étude de tête l'ambiance d'un atelier de peintre. Ça va, mais je pense qu'on... Ouais, tu bouges pas? Non, mais je pense qu'on avait terminé. Encore un petit peu, je pense que vous pouvez monter encore un tout petit peu. Petit à petit, l'exposition prend forme. Pour en arriver là, de nombreux artisans ont travaillé en amont. En traversant la cour royale, dans l'aile opposée, nous sommes allés voir ce qui se passait dans l'atelier d'estampes. Rencontre avec les restauratrices, Marilène et Geneviève. Dans cette machine qui ressemble à une grande couveuse, une estampe a pris la place du bébé. Une estampe datant de 1836, soumise à un bain de vapeur froide. Pour travailler les papiers, il faut quand même avoir quelques connaissances de chimie. Plus qu'une longue explication, je peux vous faire un petit schéma. Geneviève veut nous expliquer la composition du papier. C'est composé d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Geneviève pratique la restauration du papier comme Monsieur Jourdain maniait la prose, sans le savoir. Donc ça explique qu'on a besoin absolument d'introduire de l'eau pour faire regonfler les fibres et pour assurer la cohésion du papier. Bref, une fois mouillé, le papier retrouve souplesse et flexibilité. Démonstration pratique, retour sur notre estampe. Grâce à cette table aspirante, l'eau va traverser le papier, en retirer toutes les acidités. Les couleurs vont être ravivées, mais heureusement, sans disparaître. Pour moi, ce qui est important quand on travaille sur le patrimoine national, c'est de prolonger la vie des œuvres. Dans ce bain de jouvence, le papier est nettoyé, débarrassé des anciennes colles. Geneviève exerce son métier quasi religieusement. Pour restaurer, il faut de l'eau et de l'émotion. Quotidiennement, quand je restaure, c'est pour moi comme une prière. C'est un acte de grâce que je fais et c'est ma façon à moi de m'exprimer et d'exprimer mon bonheur d'être.
La mission de nos deux restauratrices, prolonger la vie des œuvres et même parfois leur redonner vie. Vous voyez, on encadre aussi les dessins. Alors ça, c'est un dessin d'Horace Vernet qui avait subi un incendie. Et lors de cet incendie, il avait été inondé. Et il y avait des traces d'eau sur le côté. Il était collé sur un carton. Et quand on l'a dédoublé, eh bien, on a libéré au dos un second dessin. C'était une esquisse d'Horace Vernet. Vous voyez ? Premier recto. Et puis, ce dessin n'a pas plu à Horace Vernet, donc il a tourné le papier. Et il a recommencé son dessin. On trouve la tente, l'attroupement ici, à cheval. Donc, vous voyez, le château avait acheté ce dessin. Et pour le même prix, il en a eu un deuxième. Geneviève n'a pas seule le privilège des bonnes surprises. Vous allez découvrir, grâce à cet homme, un meuble extraordinaire. Nous sommes dans l'atelier d'ébénisterie. Ici, on restaure les meubles les plus précieux de Versailles. Philippe a l'honneur de travailler sur un meuble encore jamais présenté au public. Alors là, je vais vous présenter le meuble sur lequel je travaille. Donc, c'est une console qui a été fabriquée par l'ébéniste Saunier. C'est un meuble magnifique, prestigieux. C'est un meuble qui avait été fabriqué pour le Dauphin. C'est un meuble à la richesse historique incontestable, comme tous les meubles qui se trouvent au château de Versailles. Une console vendue pendant la Révolution comme presque tout le mobilier du château. Trésor national, cette œuvre d'art a été rachetée aux enchères par un mécène. Tu peux l'évaluer un peu son prix ou... C'est pas un secret, oui, je crois qu'il a été estimé à, si ma mémoire est bonne, à 2 300 000 €, je crois, quand même. 6 mois de travail vont être nécessaires pour restaurer cette console, mais toutes les traces de l'histoire seront conservées en l'état. On rajoute du bois lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il manque. Comme là, on peut voir des petits filets qui manquent. Bon, on va les rajouter. C'est ce qu'on appelle des lacunes. Donc tout ça, on va le rajouter, ça n'existe pas. Mais tous les morceaux d'origine, même ça, c'est un morceau d'origine, on le garde évidemment. On essaye de rester minimaliste. Dans une démarche historique. Dans une démarche historique, pour garder un petit peu l'authenticité de l'œuvre, évidemment. Sur ce meuble, Philippe a fait une découverte. Une petite cachette qui a abrité pendant 200 ans un mot de l'artiste lui-même. Si on enlève la plaque, on peut trouver une petite étiquette là, qui était bien dissimulée. Donc avec le nom de l'ébéniste, Saunier, et fait donc en 1787, voilà une date manuscrite. Donc ça c'est précieux, on y fait attention. C'est pas commun de voir ça, c'est du bonus. C'est un clin d'œil, c'est un petit message, c'est une trace écrite, donc c'est très personnel l'écriture, donc c'est peut-être pour ça qu'on trouve ça d'autant plus touchant. À l'étage supérieur, dans l'atelier de dorure, là encore, le métier suscite des passions, et ce, dès le plus jeune âge. Anaël, 14 ans, a trouvé ses maîtres d'apprentissage. Daniel travaille à Versailles depuis plus de 40 ans et Laurent, 6 ans. Leur métier a gardé les mêmes techniques depuis le XVIIe siècle. On restaure, on ne crée pas en dorure. Le cadre sur lequel ils travaillent a nécessité la pose de 3000 feuilles d'or. Avec 1 kg d'or, on pourrait faire 600 mètres carrés de dorure. Comme quoi la feuille est très fine. Dans le jargon des doreurs, la feuille est amadouée avant d'être posée. C'est une technique très particulière. Il y a un petit coup derrière les oreilles. Alors un petit coup sur la joue, sur les cheveux. En fait, c'est pour mettre un peu de gras. Parce que sans le gras, la feuille a du mal à s'accrocher sur la palette. Le dicton dit qu'il faut 6 mois pour apprendre à bien poser une feuille. Laurent a d'autres tours dans son sac. Il est illusionniste, enfin presque. Il fabrique du faux marbre. Il a décidé d'apprendre à Anaël les rudiments du métier. Ça commence par la prise en main de la palette. Alors ça, c'est le début pour faire beaucoup de faux marbre. On fait des éclatés comme ça. Et Laurent, tout fier de montrer à sa protégée quelques-unes de ses plus belles œuvres. Versailles, c'est la passion tous les jours. Je peux tous les jours exprimer tout ce que je ressens en peinture, en dorure, c'est formidable. Je dirais pas que c'est le plus beau métier du château, parce que ça va faire des jaloux, mais je le pense vraiment. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui travaillaient autant et qu'il y avait autant de monde qui travaillait en dehors pour faire des choses si belles. Et donc voilà, maintenant je connais un peu la face cachée de Versailles, si on peut dire. Autre lieu d'émotion, nous partons dans les réserves des artisans sculpteurs.
Le château de Versailles détient plus de 2000 sculptures, dont 400 situées en extérieur. Elles arrivent ici pour être soignées. Versailles cache dans ses murs quelques salles de trésors. Alexandre est conservateur. Il nous invite à le suivre dans ce lieu exceptionnel, véritable caverne d'Ali Baba. Voilà, on arrive à la rotonde de la Petite Écurie. Donc, ces groupes de chevaux qui sont en marbre et qui proviennent du bosquet des Bains d'Apollon. Ce sont des œuvres qu'on ne voyait pas avant. Elles étaient dans une grotte. Là, on les peut les voir de près. Et c'est vraiment des œuvres magnifiques, des chefs-d'œuvre de la sculpture française de l'époque de Louis XIV. Ces statues ont fait l'objet d'un véritable plan de sauvetage. Transportées à l'aide d'une grue géante depuis la grotte du bassin d'Apollon pour être restaurées. Des chefs-d'œuvre qui seront bientôt présentés au public à l'intérieur même du château pour être enfin admirés de près. Des statues en marbre dont l'épiderme a parfois beaucoup souffert. On est amené à se pencher sur ces sculptures un peu comme des médecins, sachant qu'on ne leur rendra jamais la santé complètement. C'est un peu le sort de toutes les sculptures de Versailles. Si on ne les rentre pas, si on ne les met pas à l'abri, on s'expose à perdre des chefs-d'œuvre, et ce de manière irrémédiable. Alors pour sauver ce patrimoine, les artisans réalisent des empreintes, puis de gigantesques moules en résine. Alors ensuite, il faut donc enlever cette coque d'élastomère qui constitue qui servira à faire le moule définitif dans lequel on coulera la copie. Voilà une des nymphes qui a déjà fait l'objet d'une prise d'empreinte, et ce que vous voyez là, c'est la copie, réalisée donc dans un mélange de résine et de poudre de marbre. Et voici la statue originale définitivement sauvée. Dans ce décor d'hôpital, d'autres sujets attendent leur tour. Apollon, sculpté par Girardon, l'un des plus grands sculpteurs de Louis XIV, a subi bien d'autres agressions que celles du temps. Il y a eu des problèmes de vandalisme. Le nez, vous voyez, qui est en cours de réfection, avait été martelé il y a de ça 4 ou 5 ans. On a aussi d'anciennes restaurations qui correspondent aussi à des réparations d'actes de vandalisme. Ici, le pied est dans un marbre différent. On est un pied qui date du 19e siècle. Mais sinon, dans son ensemble, l'œuvre a bien traversé les siècles. Et c'est un bonheur vraiment de la voir de près aujourd'hui. Les jardins de Versailles, peuplés de plus de 400 sculptures, statues, vases ou fontaines, constituent sans doute le plus vaste et le plus riche musée de sculpture en plein air au monde. Ces collections royales, souvent tirées de la mythologie gréco-romaine, ornent les jardins depuis plus de 3 siècles. Il y a à Versailles des dangers que l'on ne soupçonne pas. Oh, il n'a pas mis de temps à s'écrouler. C'est bien attaqué. L'arbre est complètement pourri. Il tenait pratiquement plus. On l'a d'ailleurs vu quand il est parti. Il n'y a plus de résistance. Ouais, même le son, on disait. Ouais, il y a peu ce cri déchirant des arbres. Terrible un arbre qu'on abat. On a l'impression qu'il pleure. Il y a une sorte de grincement, puis un craquement sinistre. Oh, je pense que c'est un arbre qui n'est pas très très vieux, qui doit avoir 120, 150 ans à peu près. Ce qui est beaucoup pour nous, mais pas beaucoup pour un arbre comme un chêne qui peut vivre 2000 ans. Chaque année, 300 arbres sont abattus pour garantir la sécurité des promeneurs. À chaque fois qu'un arbre tombe, Philippe ne peut s'empêcher de penser à la tempête de 1999 qui avait détruit 18 500 arbres. C'était l'apocalypse total, hein. C'était vraiment impressionnant. Des allées, plein d'arbres enchevêtrés. Et je me rappelle d'une image qui était incroyable. C'était une statue avec un bras tendu comme ça et un immense arbre qui était tombé sur le bras comme ça. Et en fait, par miracle, ça s'était arrêté à 2-3 cm de la statue, comme si elle soutenait l'arbre, mais ça ne l'avait pas endommagé du tout. Alors, pas de regret? C'est toujours. Ah bon?
Si, toujours, parce que c'est quand même des vieux pépères qui ont vécu longtemps et qui maintenant sont devenus dangereux, sont appelés à disparaître. Alors, on pratique l'euthanasie végétale. C'est pas très gai, mais il faut le faire. Et j'ai le souvenir d'un couple de personnes d'une dignité absolument incroyable qui souhaitaient absolument qu'on puisse planter un arbre à la mémoire de leur fils. Et ils me racontent une histoire vraiment bouleversante. Leur petit, qui avait 8 ou 9 ans, s'appelait Cédric. Et il souffrait d'une très grave maladie. Et il a vu à la télévision les images de la tempête. Et de son vivant, il n'a eu qu'un souhait, pouvoir planter un arbre à Versailles. Et en mémoire de Cédric, nous avons planté un cèdre dans les jardins. Donc c'est pour ça que j'attache une grande importance aux arbres dans ce lieu, parce que souvent derrière un végétal qui peut vous sembler anodin, il y a parfois des histoires tragiques, parfois des histoires d'amour et parfois également des souvenirs d'êtres chers disparus. Les arbres sont des témoins vivants, peut-être silencieux, mais qui ont tous dans leur tronc, dans leur écorce, quantité de belles histoires à nous raconter. Depuis la tempête, une politique de reboisement a été orchestrée. Il reste aujourd'hui à Versailles près de 350 000 arbres. Direction le hameau de Marie-Antoinette, un havre d'intimité qui permettait à la reine d'échapper à la vieille cour et à ses traditions. La ferme du Trianon a été reprise il y a 15 ans par la fondation Assistance aux animaux. Son but, apprendre aux enfants le respect des animaux, le respect de la vie. Ces animaux en détresse ont été récupérés des 4 coins de la France pour couler ici des jours heureux. C'est Victor, d'origine portugaise, qui est le maître des lieux. Il a donné à chacun de ses compagnons d'infortune un surnom. Ça, c'est Marguerite, Raphaël, là, c'est Bichette et Marcelino. Viens, Simone. Simone. Allez, chenille. Viens, Simone. Allez. Et là, c'est Blanchine. Johnny, c'est le chanteur qui chante ici en France. Hein. C'est lui. Bah, lui, il chante avec sa sonnette. Hein. Ici, c'est le poulailler. Ça, je l'appelle Sarkozy. Hein. C'est le président. Bah, il fait un peu comme ça. Hein. C'est pour ça que vous l'avez appelé Sarkozy. Bah oui. Il se cuit tout le temps avec la tête, comme ça. Saviez-vous qu'à Versailles, on fabriquait du vin? Un petit rouge de soif sans prétention que l'on boit pour les grandes occasions. Ces quelques pieds de vigne produisent environ 200 bouteilles par an. Donc là, c'est la toute fin des vendanges. Je crois qu'on a à peu près récolté 400 kilos de raisins cette année. Ce qui est pour une jeune vigne, c'est quand même pas mal. Pendant ce temps-là, au château, Juliette est sous pression. Pour elle, c'est le grand jour. Ah ouais, ça rend super bien. Dans quelques instants, elle va dévoiler à la presse l'exposition sur laquelle elle travaille depuis plusieurs mois, le serment du jeu de paume. J'aime beaucoup le visuel en fait, les 2 mains isolées. La conférence de presse a commencé. Aux côtés de Juliette, l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Aillagon, aujourd'hui président du château de Versailles, c'est un peu le roi soleil. Juliette Tray, jeune conservateur. À Juliette d'entrer en scène. Elle a 1 heure pour captiver son auditoire. Son exposition raconte l'aventure d'un tableau inachevé sur l'un des événements majeurs de la Révolution française, l'écriture de la Constitution. La fresque de David réserve bien des surprises. En 1848, la ville de Versailles réclame qu'on lui envoie ce chef-d'œuvre de l'histoire de Versailles pour l'exposer dans la salle du jeu de paume. On envoie la toile, et une anecdote donc, que je trouve très amusante, quand on la déroule, les membres du conseil municipal poussent les hauts cris en voyant tant de nudité. C'est hors de question d'exposer cette œuvre et la renvoie au Louvre. Des députés à moitié nus que David avait pourtant bien prévu de rhabiller, mais le temps et l'argent lui ont manqué. La visite continue dans l'appartement de Madame de Maintenon. L'accrochage des toiles est un succès. Juliette est incollable sur le moindre détail de cette page d'histoire. Cette iconographie. Juliette a aussi déniché des archives audiovisuelles qui plongent le visiteur dans l'histoire même du décor.
Et ce qui est amusant dans cet extrait, c'est que le réalisateur filme le serment de jeu de paume exactement comme si c'était le tableau de David qui s'animait. Jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Clou de l'exposition, à quelques rues de là, c'est dans l'authentique salle du jeu de paume que la visite s'achève. Construite en 1686 pour le roi et la cour, la pièce a conservé son état initial. Sur le mur du fond, la peinture de Merson qui retrace la scène historique du serment, d'après l'œuvre de David. Juliette a conquis son auditoire et a même droit aux honneurs. Félicitations à elle, parce que c'était pas facile. Au début, je me disais, oh là là, elle est intimidée, et puis... Non, ça s'est très bien passé. Je suis contente que ce soit terminé, parce que c'est toujours un peu éprouvant, en fait. La gardienne de l'exposition tient même à lui faire un petit cadeau. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci. Voilà. Merci pour beaucoup. l'exposition. Elle est vraiment belle. Pari réussi pour Juliette. Dans 2 heures, c'est le vernissage. À présent, pour elle, ce n'est plus que du bonheur. D'avril à septembre, Versailles célèbre les grandes eaux musicales. 55 fontaines et plus de 600 jeux d'eau, un succès que l'on doit aux fontainiers. Là, en fait, on est en train de vérifier tous les bassins pour que ça soit le plus beau possible pour le week-end. Donc on va nettoyer les gerbes, les jets, et puis désherber pour que ce soit parfait. Louis XIV était un mégalomane de l'eau. La maîtriser a toujours été symbole de puissance. Mais c'est un peu le sang du château, quoi. Ça donne vie au parc. Avant chaque spectacle des grandes eaux, Guillaume et ses équipiers doivent vérifier près de 32 bassins. Souvent, il y a des feuilles qui bouchent, ou encore plus, ou des poissons. Souvent aussi des poissons. Et puis là, logiquement, il y a un bifton de 100 € qui est dans un bassin. Vendredi, il y a eu une tempête, et il y a un touriste qui a perdu un billet de 100 €. Mais je ne vais pas le trouver. Guillaume se plaît à travailler au milieu des touristes et des habitués du parc. Eux aussi, parfois exubérants. Si, c'est ma première fois. Et c'est très joli, impressionnant et fantastique. On y est bien, puis regardez ça. Le roi soleil. Il est là, en plein devant tout le monde. Pas pour moi spécialement, mais pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça, Versailles. Le jour des grandes eaux, Guillaume, du matin au soir, parcourt le parc avec un drôle d'outil à la main. Une clé à lire. C'est avec ça qu'ils ouvraient les fontaines à l'époque aussi. Et là, on ouvre la vanne comme un robinet à la maison. Et l'eau jaillit. Guillaume va répéter le geste séculaire des fontainiers qui, au passage du roi, ouvraient chacune des vannes. La mise en eau du bassin de Neptune rassemble en fin de journée de nombreux spectateurs. Tous les fontainiers vont ouvrir les vannes de manière synchronisée. Chaque groupe a une radio, on aura un top et c'est parti. On ouvre tous en même temps, que ça fasse une jolie impression pour ceux qui sont en face. Et il y aura aussi le grand jet qui va monter, qui monte à 27 mètres. Changement de tenue pour Guillaume. Mais où entre-t-il avec sa tenue d'expert? Sur une zone de crime? Nous sommes dans l'atelier des fontainiers. Il s'agit pour lui et ses compagnons d'éviter tout risque de contamination.
Guillaume travaille la feuille de plomb à l'ancienne. Il façonne l'intérieur de l'un des vases de Neptune. En s'appuyant sur des recherches historiques, les fontainiers réinventent le geste. Les anciens perpétuent la tradition des compagnons du devoir. Leur but, conserver les installations hydrauliques comme à l'époque du roi. Ici, c'est un peu notre musée. C'est là où on entrepose tous nos trésors. Ces reliques hydrauliques servent de modèle pour fabriquer de nouvelles pièces. Là, c'est en train de se faire. Une pièce bien compliquée à faire, donc qui prend du temps. Vannes, conduites, canalisations, robinets, gouttières, éléments de décoration, d'ornement, dessinés, sculptés, toujours martelés à la feuille de plomb. Ah bah, c'est toute l'histoire des fontaines du château de Versailles. Hein. C'est un travail d'orfèvre. On essaye de faire avec les méthodes qu'ils avaient à l'époque et puis bon, on y arrive, hein, ça tient. Hein. Après, il faut voir si dans 50 ans, ça sera toujours là. L'hiver est mis à profit pour effectuer les grands travaux. Retour sur le bassin de Neptune avec Olivier, lui aussi fontainier. Il a bien voulu nous emmener visiter un lieu exceptionnel. Là, vous nous emmenez où, là? En dessous de Neptune. Tout ce que les touristes ne voient pas. Les dessous. Et là, vous travaillez parfois? Ah bah souvent, ouais, parce qu'il y a des fuites, il y a des choses à remettre en place. Enfin, ça peut être très diversifié, quoi. La barrière de sécurité. Sous les jardins de Versailles se trouve un ensemble incroyable de galeries. Ah, c'est du sport. Des efforts humains énormes ont été nécessaires aux fontainiers du roi pour réaliser ces canalisations. Et là, on peut voir, c'est toute l'alimentation de Neptune, tout ça. Donc des fois, on est obligé d'aller travailler en dessous, des fois, pour changer une vanne ou quoi. Donc on est obligé de ramper. Et là, on peut arriver sous le groupe de Neptune, par ici aussi, là. Donc des fois, on a même retrouvé un renard mort aussi. Donc travailler avec le squelette de renard à côté, là, c'était pas évident. On arrive carrément entre les statues. Entre les statues, ouais. Là, on est carrément dans le groupe de Neptune, là. Là, on se rend bien compte de la taille un peu que ça a, parce que c'est vrai que quand on la voit de loin, on n'a pas l'impression que c'est aussi gros. On peut voir la taille du pied quand même, c'est énorme, hein. C'est vrai que c'est énorme, hein. On peut voir les détails qu'on voit pas forcément de loin, quoi. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve ça très joli, quoi. Les cheveux, tout ça. C'est pas très abîmé, bon, c'est un petit peu vieilli avec la couleur. Mais bon, je pense que ça va être encore là pendant un sacré moment encore. Hein. Autrefois, toute une machinerie, pompe, moulin, réservoir permettait de remonter l'eau du Grand Canal. On s'en rend pas compte comme ça, mais en dessous, c'est très grand, quoi. Et tout se passait sous terre. Alors d'ici, en partant du côté sud, on pourra aller par les galeries jusqu'au côté nord et on pourrait aussi aller jusqu'en bas du parc. Il y a à peu près 2 km de galeries. Tac. 3 siècles plus tard, ces canalisations en fonte fonctionnent toujours. À l'époque du roi, la consommation des fontaines exigeait 6300 mètres cubes à l'heure et le spectacle des grandes eaux durait 3 heures. Voilà. Alors là, on est arrivé. Et donc ça, c'est le réservoir sous terre. Et donc c'est une réserve d'eau pour les fontaines. On le nettoie une fois par an. Et quand il est vide, c'est impressionnant, quoi. Et ça, c'est d'époque. D'ailleurs, on peut entendre un petit peu d'eau qui coule. Voilà, c'est quand c'est plein. Et là, c'est quand c'est vide. Et là, on peut voir la couleur différente, c'est le niveau d'eau, quoi. La mégalomanie du roi pour l'eau l'avait conduit à demander la réalisation d'un projet pharaonique, la déviation d'une partie du cours de l'Eure distante de 83 km. Un chantier titanesque où tout se fit à la main avec 16 000 brouettes et une armée de 22 000 militaires.
Mais devant l'ampleur de la tâche et les milliers de morts par accident, le chantier fut abandonné en 1690. Je vais vous faire quelque chose d'assez étonnant. C'est que là, on peut voir la conception des anciennes galeries d'époque. Et juste là, sur ma gauche, a été créée une nouvelle galerie. Les galeries maintenant sont en béton, elles sont de cette manière. Je ne croirais pas à Versailles, non. C'est vrai que ça fait un peu décor de science-fiction, mais pas du tout, non, c'est dessous de Versailles. Voilà. Et donc là, on peut voir, là, on descend jusqu'en bas du parc, là. Et on arrive au char d'Apollon. Non, c'est pas la galerie des glaces, c'est la galerie technique. Olivier a gardé le meilleur pour la fin. En escaladant cette échelle, on arrive sous le bassin de l'Atonne, dans les entrailles dites de l'araignée. On appelle ça l'araignée. Et ça fonctionne toujours, bien sûr. Donc là, c'est tout ce qui est alimentation du dôme. Les statues qui... Voilà, les statues qui crachent de l'eau. Voilà, c'est toute l'alimentation. Alors ça, pour l'instant, ça tient. Donc tant que ça tient, on n'y touche pas. Quand ça lâchera, bah, on recréera une pièce. On attend la fuite, en fait. On attend la fuite, tout à fait. On attend la fuite pour réparer. Et on fait tout pour les garder au maximum de temps, pour les générations futures, qu'ils aient encore l'occasion de voir encore les fontaines en fonctionnement, mais on y travaille pour que ça reste en état, quoi. À quelques pas de là, un autre endroit dissimulé en pleine nature, dans le jardin anglais de Marie-Antoinette. Sur un îlot artificiel, un belvédère, c'est ici que nous retrouvons Alain Baraton. Là, nous nous dirigeons vers la grotte de Marie-Antoinette, qui est certainement l'endroit qui a le plus fait fantasmer tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, j'allais dire parallèle de Versailles, à l'histoire coquine. La grotte est pas trop mal cachée, et c'est un bonheur par contre lorsque l'on y arrive enfin, parce que cette grotte eh bien, a quelque chose d'assez étonnant et d'assez émouvant. Marie-Antoinette rentre dans cette grotte et peut s'asseoir sur ce banc taillé à même la pierre. Ce banc qui était auparavant recouvert de mousse. Déjà, on constate qu'il y a dans cette grotte une entrée, bien évidemment, mais également un escalier qui permet de s'échapper en partant rapidement vers les hauteurs du jardin. Il y avait également, et c'est ça qui est assez subtil, juste sur ma droite, un trou. Il suffisait donc à toute personne de s'asseoir là où je suis. On regarde dans l'orifice qui était prévu à cet effet, qui permet de voir à l'extérieur quiconque arrive, pour qu'immédiatement l'un des deux fuit par la porte du haut et ait une apparence tout à fait normale et ne semble pas surpris. C'est tout simplement un lieu, j'allais dire, un lieu de séduction pour petites filles riches, tout simplement, mais un lieu qui a une âme, une émotion. Un mousquetaire, si j'en juge par vos bottes. Oui. J'adore les bottes. Alors vous venez pour un rendez-vous avec monsieur, là? Non. Non. Non, mais je le regrette. En octobre 1789, c'est dans cette grotte qu'un page vint prévenir la reine que les révolutionnaires étaient aux portes de Versailles. Et le fantôme de Marie-Antoinette, existe-t-il? Beaucoup prétendent l'avoir vu. Moi, personnellement, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai quand même un horrible doute. Mais il y a eu des témoignages sérieux. On pense souvent à ces deux Anglaises qui, justement, ont vu le fantôme de Marie-Antoinette à l'endroit exact où nous sommes actuellement. Mesdames. Vous n'avez pas vu le fantôme de Marie-Antoinette, mesdames? Ah, pas du tout. On n'a pas rencontré. On l'a recherché, mais on ne trouve pas. Je crois que tous ces lieux chargés d'histoire, pour peu qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, pour peu que la nuit arrive, quantité de personnes déclarent avoir ressenti des sentiments particuliers, avoir senti une atmosphère curieuse. Et pour peu que l'on soit un petit peu émotif, eh bien, il suffit de rien pour qu'on ait l'impression d'avoir vu ou entreaperçu un fantôme. L'un des gardiens du château, récemment traumatisé par une vision étrange, a demandé à ne plus faire de ronde de nuit. Ce n'est pas encore le cas de Philippe, trop occupé à raccompagner les derniers visiteurs vers la sortie.
Fermeture du parc à 18 h. Merci de vous rapprocher des sorties. Bonsoir. Si vous voulez bien sortir par ici, oui, ça va être fermé là-bas. Bonsoir, monsieur. Je ferme tout de suite, hein, d'accord? Je ferme. Vous sortez par là? Oui. Ok, je vous attends et je ferme ensuite, hein. La voilà, la petite famille. Bonsoir. Ça ferme à quelle heure alors? Ouais, 18 h, ouais. Bonsoir, bonne soirée, messieurs, dames. Au revoir. Voilà, allez-y, monsieur. Pour nous aussi, il est temps de prendre congé. Nous aurons entrevu, l'espace d'un instant, la face cachée d'un univers flamboyant. Grâce à Philippe et aux autres petites mains de Versailles, qui s'acharnent ainsi à préserver le château, ses chefs-d'œuvre et son gigantesque parc, malgré les révolutions et les soubresauts de l'histoire.